Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de SciDev.net, en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvia Coussan. Au menu de cette édition, en RDC, une maladie inconnue touche depuis plus de 2 mois les enfants âgés de 0 à 5 ans dans la zone de santé de Gungu. Selon la direction de la surveillance épidémiologique du ministère de la Santé, des experts sont à pied d'œuvre pour déterminer la source de cette pathologie. Au Togo, les autorités sanitaires ont pris de nouveaux engagements en matière de planification familiale à l'horizon 2030. Objectif, évaluer la contribution du pays et redynamiser les actions d'accès pour tous à l'information, aux services de santé sexuelle et reproductrice. Quel est l'impact des pesticides dans les pays du Sud, notamment dans le secteur agropastoral et sur l'environnement? Au cours d'un colloque qui a eu lieu récemment à Bouaké en Côte d'Ivoire, des chercheurs africains et français ont décidé de créer un réseau pour l'évaluer. Qu'est-ce que l'hypoglycémie, comment se manifeste-t-elle et comment s'en prémunir? Réponse dans la rubrique Kesako. Et puis le rendez-vous hebdomadaire avec l'agenda scientifique, ce sera comme d'habitude en fin d'édition. En RDC, une maladie inconnue décime depuis plus de 2 mois les enfants âgés de 0 à 5 ans dans la zone de santé de Gungu. La direction de la surveillance épidémiologique du ministère de la Santé annonce que les experts du dit ministère sont à Kwilu afin de déterminer la source de cette maladie. Plus de précisions avec notre correspondant Bertrand Mayumbo à Kinshasa. 286 enfants dont l'âge varie entre 0 et 5 ans sont morts en espace de 3 mois d'une maladie d'origine inconnue dans la zone de santé des Mukidi, dans le territoire de Gungu. Parmi les symptômes, il y a la fièvre accompagnée de douleurs abdominales, de vomissements et d'anémie. Joint au téléphone, le docteur Jean-Pierre Basséké, médecin-chef de division provinciale de la santé du Kwilu, parle de cette maladie. L'enfant vient avec la fièvre et les TDR qu'on fait, les tests de dépistage rapide de paludisme, s'avèrent positifs. Donc pour nous, c'est le paludisme. Mais ce qui inquiète aussi à notre niveau, c'est la fréquence. L'incidence, pour l'instant, comparativement aux autres périodes, aux autres années, pour la même période, c'est 5 fois plus. Alors on s'est dit, oui, il y a le paludisme, mais est-ce qu'en sous-bassement, il n'y a pas une autre pathologie qui amplifie la situation? Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avions encore prélevé les échantillons au laboratoire et à l'INRB. C'était entre les dimanches et derniers, c'est-à-dire les 7 novembre. Et donc, nous attendons de cette précision. Il y a non seulement des échantillons de sang, mais aussi des selles. Le territoire de Gungu est situé à plus de 640 km de Kinshasa. On estime la distance en voiture de plus ou moins 8 heures du temps où séjournerait actuellement une équipe d'experts du ministère de la Santé pour investiguer sur la maladie inconnue en dépit des échantillons envoyés récemment par la province. En attendant de trouver le remède approprié, la prise en charge s'est faite par des antipaludéens qui tout de même stabilisent les taux de mortalité, a précisé le docteur Jean-Pierre Basséké. Kinshasa, Bertrand Mayumbu, pour Santé, Sciences et Développement. Au Togo, les autorités sanitaires ont pris de nouveaux engagements en matière de planification familiale, et ce jusqu'en 2030. L'objectif est d'évaluer la contribution du pays et de redynamiser les actions d'accès à l'information, aux services de santé sexuelle, reproductrice et de planification familiale pour tous. Correspondance à Lomé de Nada Ibrahim. Le Togo est membre du partenariat de Ouagadougou et preneur d'engagement depuis 2013 au titre de l'initiative Family Planning 2020. Prolongée à 2030, de nouveaux engagements ont été pris. Idrissou Daoudou, chargé de liaison pays par unité de coordination du partenariat de Ouagadougou, les rappelle. Ces 6 engagements, essentiellement, portent sur d'abord l'accès des jeunes à des services de planification familiale. Le pays s'engage à ce que les services soient disponibles, l'information soit disponible pour les jeunes et adolescents. Le pays s'engage également à augmenter l'argent alloué à la planification familiale d'ici 2030. Il s'engage également à renforcer la coordination et la coopération entre les institutions qui interviennent dans le domaine de la planification familiale. Il y a les acteurs de la société civile également qui se sont engagés à contribuer également au financement de la planification familiale. Ça veut dire que dans 10 ans, nous allons évaluer le niveau de mise en œuvre de ces engagements pour voir où se trouve le Togo
qui a fait quoi et qu'est-ce que nous pouvons redresser. En 2017, le Togo a enregistré une prévalence des contraceptifs modernes de 3 à 23,3%. Où en sommes-nous aujourd'hui? Le directeur de la santé, de la mère et de l'enfant au ministère de la Santé, Abraham Agosso, fait le point. En termes de planification familiale, aujourd'hui, le taux de prévalence contraceptive chez les femmes mariées est de 24,2%. C'est vrai, en 1998, nous étions à 17%. Aujourd'hui, nous sommes à 24,2%. C'est vrai, il y a des pays qui sont en avant, mais le Togo, quand même, a fait un grand pas. Une planification familiale bien conduite permet de réduire de 30% la mortalité maternelle. Ces engagements élaborés par le Togo seront suivis par l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou. Nada Ibrahim, Lomé, pour Santé, Sciences et Développement. Les effets des pesticides dans les pays du Sud étaient au centre d'un colloque international qui s'est récemment tenu à l'université de Bouaké en Côte d'Ivoire. Au terme des travaux, les chercheurs africains et français qui y ont pris part ont convenu de la mise en place d'un réseau pour évaluer les impacts des pesticides dans le secteur agricole, sur l'environnement ainsi que sur les animaux. Le point avec Isiaka Nguessan à Abidjan. Des chercheurs africains et français ont évalué l'usage des pesticides dans les pays du Sud. Le constat est établi par Barry Domo Pascal de l'ONG panafricaine INADES Formation. On ne sent pas les pouvoirs publics dans la promotion d'une recherche orientée vers des solutions alternatives aux intrants chimiques. Et un autre aspect aussi que je pourrais évoquer, c'est l'aspect éducation. Aujourd'hui, nous sommes influencés par les modèles productivistes. Les gaspillages sont observés. Et on dit que si on n'utilise pas les intrants chimiques, on ne pourra pas nourrir la population. Tout en ne rejetant pas totalement les pesticides, professeur Ndri Kwadio, directeur du Centre de recherche pour le développement de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké, recommande, comme l'ensemble des participants à ce colloque international, la promotion des approches biologiques. Pour moi, les deux côtés ne sont pas à bannir. On ne va pas dire qu'il ne faut pas utiliser des engrais, il ne faut pas utiliser tout ça, mais il faut faire très attention à ce qu'on fait. Comme on le dit qu'habitude, l'excès nuit. Il faut faire des tests qui vont réglementer cette chose-là. Et l'État doit faire confiance, doit avoir les techniciens, les agronomes qui sont sur le terrain, qui analysent et qui font des travaux. Donc, on doit les écouter pour voir leurs produits. Face à la corruption dénoncée, aux pressions des firmes industrielles qui fabriquent les pesticides, des solutions se mettent en place, a encore professeur Bayili Bazouma, chercheur en toxicologie environnementale à l'Institut de recherche en sciences de la santé publique à Babodi-Oulasso au Burkina Faso. Nous sommes dans une dynamique pour mettre un réseau en place. Et c'est à travers donc des propositions, des données de recherche qui prouvent véritablement l'impact de ces produits-là que nous allons pousser les gouvernants à aller dans le sens donc de ce que donc la population et l'environnement donc a besoin pour un développement durable. Le colloque de Bouaké fait suite à celui d'Arusha en Tanzanie en juin 2019. Prochain rendez-vous probablement au Cameroun en 2023. Ici à Kanguessan, Abidjan, Santé, Sciences et Développement. Kesako, qu'est-ce que c'est? Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts. Notre question cette semaine vient du Bénin. Je vous propose de l'écouter. Bonjour SciDev.net, je m'appelle Alicia Sedegbe. J'appelle de Semerkodi au Bénin. Je voudrais savoir ce que c'est que l'hypoglycémie. Quelles sont ses causes et ses manifestations et comment s'en prévenir? Merci. Avec moi, Virgile Aissou, qui s'est employée à obtenir des réponses à la préoccupation de notre auditrice. Bonjour Virgile. Bonjour Sylvie, bonjour à tous les auditeurs de Santé, Sciences et Développement. Alors, vous vous êtes rapproché d'un médecin pour nous permettre d'en savoir plus sur l'hypoglycémie. Oui Sylvie, j'ai pris contact avec le docteur Nadin Taïwa Kokode, médecin urgentiste, vasculaire et phlébologue. Il exerce en France et au Bénin. On entend par hypoglycémie la baisse anormale du taux de glucose dans le sang. Ce taux se situe normalement dans une fourchette de 0,7 g par litre de glucose et 1,1 g par litre de glucose dans le sang. Normalement, il n'y a en définitive que les diabétiques qui utilisent de l'insuline qui présentent souvent des hypoglycémies. On parle d'hypoglycémie iatrogène. Beaucoup d'études ont démontré que 90% à peu près des hypoglycémies surviennent donc chez ces patients qui prennent de l'insuline contre 10% d'hypoglycémie chez les patients
qui ne prennent que des comprimés hypoglycémiants. En définitive, la symptomatologie de l'hypoglycémie est la même qu'elle survienne chez un patient diabétique ou chez un patient non diabétique. Les premiers signes sont des signes qui ne trompent pas. Ainsi, lorsque le patient diabétique commence par être anxieux, qu'il tremble de partout, qu'il a une sensation de chaleur, qu'il est nauséeux, il transpire, il est pâle, il sent des palpitations, son cœur bat très très vite. À ce stade-là, le patient doit s'inquiéter, il doit se dire « Ah, tiens, je suis en train de faire une hypoglycémie ». S'il a un glycomètre, un détecteur de glucose dans le sang sous la main, il dose son taux de glucose et il verra tout de suite qu'il est inférieur à 0,6 g par litre de glucose dans le sang. À cet instant précis, pas de panique, il suffit de se resucrer. Prendre 1 ou 2 morceaux de sucre, 1 ou 2 cuillerées de sucre, prendre une boisson sucrée et puis normalement, on se sent tout de suite mieux. Lorsqu'on laisse passer cette étape dite des signes adrénergiques où l'adrénaline vous fait trembler dans tous les sens, vous rappelle que vous avez faim et que les signes neurologiques commencent à s'installer, il peut être trop tard. Les signes neurologiques, c'est la fatigue, les troubles de concentration, les troubles de l'élocution, l'impossibilité de se lever, parfois même des signes qui ressemblent à un AVC. Vos membres ne bougent plus, vous avez des troubles visuels, vous pouvez même convulser. Lorsque ces signes d'atteinte organique de l'hypoglycémie s'installent, le patient lui-même, normalement, ne peut plus rien faire. À ce stade-là, il faut forcément de l'aide au patient. S'il n'y a pas de témoin, si personne ne se rend compte que le patient est en train de faire une hypoglycémie profonde, alors le patient peut sombrer dans le coma hypoglycémique. Ce qui est intéressant dans l'hypoglycémie, qu'elle soit profonde ou pas, c'est qu'il suffit de resucrer le patient dans tous les cas. Même chez le patient comateux, l'hypoglycémie est rapidement réversible lorsque la prise en charge est bien faite. Si vous pouvez lui glisser 1 ou 2 morceaux de sucre dans la bouche, il faut le faire en attendant que le médecin ou les spécialistes ou le SAMU n'arrivent pour l'aider. Il faut avouer qu'aujourd'hui, les patients diabétiques qui prennent de l'insuline savent très bien qu'ils ont une panoplie de moyens qui peuvent s'injecter rapidement ou bien en spray qui réversent rapidement leur hypoglycémie et leur permet d'aller se nourrir. Dans tous les cas, la prévention est la meilleure manière de lutter contre l'hypoglycémie. En somme, il est toujours préférable de doser sa glycémie avant de s'injecter de l'insuline, surtout lorsque on se fait la dose d'insuline le soir au coucher, parce que malheureusement, l'hypoglycémie qui survient en pleine nuit peut être dramatique. C'était donc le docteur Nadin Tayewo Kokode, médecin urgentiste, vasculaire et phlébologue. Il était interviewé par Virgile Aissou. Restez avec nous, Virgile, pour la dernière ligne droite de cette émission. Quant à vous, chers auditeurs, si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant, le +221 77 846 54 34. Je répète, le +221 77 846 54 34. Votre question, vous pouvez aussi nous l'envoyer par email. L'adresse email, c'est celle-ci, podcast@sidev.net. Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T et SciDev s'écrit S-C-I-D-E-V. Je répète, podcast@sidev.net. Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. L'agenda. Nous retrouvons Virgile Aissou cette fois-ci pour nous faire découvrir le contenu de l'agenda scientifique. Dites-nous, Virgile, que retenir à l'agenda cette semaine ? À l'agenda cette semaine, un colloque régional sur le foncier agropastoral aura lieu du 23 au 25 novembre à N'Djamena au Tchad. Objectif, partager les expériences et les analyses nationales et régionales avec les acteurs concernés par la problématique du foncier agropastoral. Ensuite, la 23e session de l'Assemblée générale des États parties à la Convention du patrimoine mondial se tiendra au siège de l'UNESCO à Paris du 24 au 26 novembre. Et puis la FEFOG, Fédération francophone d'obstétrique et de gynécologie, organise en partenariat avec l'Agence universitaire de la francophonie et avec la Conférence internationale des douaniers et des facultés de médecine d'expression française, un webinaire. Ce sera le mercredi 24 novembre 2021 sur le thème « La ménopause dans tous ses états ». Voilà Sylvie, ce sera tout pour cette semaine. Merci Virgile, merci à vous aussi mesdames et messieurs d'avoir suivi cette édition de Santé, Sciences et Développement qui s'achève. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.
Cette émission est disponible en podcast sur le site scidev.net/fr. Cette émission a été réalisée sur financement du CRDI, le Centre de recherche pour le développement international, un organisme public canadien. Le CRDI investit dans le savoir, l'innovation et les solutions afin d'améliorer les conditions de vie dans les pays en développement.